Alors apparemment, je suis en direct. Alors, c'est mon premier direct. Voilà. Alors, attends, personnalisez votre tableau de bord. Non, mais c'est pas le moment, en fait, je veux dire. Alors, donc, bonjour. Je suis vraiment ravie de faire ce direct. C'est top. Voilà, donc aujourd'hui, ça me fait délirer. J'adore. Alors, je voulais partager avec vous. Alors, j'ai une petite réaction. Je ne sais pas comment on voit qui est là. C'est pas grave. Ah, c'est Jessica. Salut Jessica. Alors, attends, parce que du coup, je vais essayer d'agrandir mon truc. Parce que j'aimerais bien voir. Voilà. Bref, bienvenue dans ce direct. Il y a pas encore le générique, hein, c'est pas grave. Alors, moi, je voulais partager avec vous beaucoup de réflexions. Donc, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Et du coup, maintenant, il faut que ça sorte. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler, enfin, je vais parler, yeah, je vais parler du matriarcat. Enfin, qu'est-ce que c'est que le matriarcat? Parce que, évidemment, patriarcat, matriarcat, c'est binaire. Et je trouve ça dommage de rester dans cette idée de polarité. Donc, voilà. Donc, pour moi, le matriarcat, ce n'est pas le contraire du patriarcat. Le matriarcat, c'est différent. Donc, on va commencer par une symbolique que j'aime bien en fait proposer pour expliquer parce que moi, comme je suis dans le corps, eh ben, j'ai toujours des symboliques qui sont en lien avec le corps. Donc, si par exemple le patriarcat c'est quelque chose de vertical, comme l'homme debout sur la verticale, avec donc cette notion de hiérarchie. Alors pour moi, le matriarcat, c'est l'association de cette verticale avec l'horizontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'être humain est debout sur ses deux pieds, alors il est dans sa verticalité et il a plein de choses horizontales comme les yeux, l'écoute, même les narines, hein, voilà. Et la bouche est horizontale et ce regard posé sur le monde est horizontal. D'accord? Donc on voit l'horizon et l'horizon finalement c'est quoi comme repère? C'est la ligne entre la terre et le ciel. Et donc cette ligne d'horizon, finalement, vu que c'est la surface de la Terre, elle n'est pas une ligne droite, mais elle est courbe. Et finalement, comme c'est la surface de la Terre, alors si elle est courbe, elle est aussi sphérique. Donc pour moi, en fait, dans cette symbolique du patriarcat qui serait l'axe vertical et du matriarcat qui serait en fait cet aspect horizontal, finalement, l'horizontalité est quelque chose de sphérique. Ce qui veut dire en fait embrasser, qui est quelque chose d'incluant. Donc l'idée du matriarcat, ce n'est pas la domination de la femme, ce n'est pas du tout cette notion-là, c'est la notion d'inclusion. Alors un petit peu comme un Nelson Mandela qui, quand il prend, quand il accède à la présidence, il dit pas les blancs dehors, non, il dit en fait apprenons à vivre ensemble. Donc pour moi c'est ça, oui. Mais bienvenue Delphine. Je suis trop contente. Je parle pas dans le vide. Merci les amis. Donc voilà, donc du coup, la notion de matriarcat, ce n'est pas la domination de la femme. Donc selon euh, une femme, une sociologue qui s'appelle Guttner Abendroth, qui a étudié les sociétés matriarcales, elle nous dit déjà qu'en fait, à la base, l'humanité était euh, dans une société matriarcale. 4000 ans avant notre ère, on est dans une société matriarcale. Et on est donc dans une société où matriarcale ne veut pas dire la femme, mais veut dire la mère. Où la mère est au centre de tout, où elle est respectée. Elle n'est pas au-dessus,
comme on peut l'imaginer dans cette idée hiérarchique, patriarcale, où on a vraiment cette notion de pyramide, où on est tout seul en haut et puis on domine à nos pieds cette masse. Non, la mer est au centre d'un cercle, au centre d'un... Elle rayonne. Et en fait, dans les décisions de ces sociétés-là, même si la mère était très respectée, on l'écoutait, elle était au centre, elle était surtout euh, dans une idée d'équanimité. Ça veut dire que même si elle était respectée, elle avait une voix comme chacun. Voilà, donc ça c'est important en fait. Je pense que si on pouvait revenir à cette notion de leadership matriarcal, si les hommes apprenaient à inclure cette notion en fait de sororité, d'égalité, mais pas dans le sens même salaire, oui d'accord, tout ça, hein, voilà. Je ne veux pas rentrer là-dedans, je veux juste rentrer dans ces symboliques de comportement qui sont en fait de l'ordre de l'égalité et de l'ordre de l'équanimité. Voilà, donc alors, j'aime beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses en ce moment avec MeToo, le féminisme, la colère des femmes. Alors, je, je comprends, mais j'essaie de ne pas partager la colère, parce que c'est pas, pour moi, la colère, c'est pas un moteur. Bon, ça peut être un moteur, mais une fois qu'on en a conscience, on peut le dépasser et rendre en fait cette colère comme quelque chose euh, de mouvement positif, comme un élan ou un enthousiasme à dépasser. Voilà. Euh, je suis pas, voilà, j'ai pas spécialement envie de brandir des drapeaux de polarité homme-femme. Non, nous sommes faits pour vivre ensemble et on doit apprendre à se connaître pour vivre ensemble. Donc ça, c'est important. Donc je l'ai partagé avec vous. L'autre fois, c'était mercredi soir, je suis passée à l'espace des femmes à Paris, il y a un espace où il y a beaucoup de littérature, etc. Donc, et il y avait, bon, j'avais pas le temps de passer à l'heure, mais donc il y avait euh, le gang du clito, hein, c'est un compte Instagram, et il y avait donc Fia Maureen Kaku aussi, qui est une jeune poétesse, je montre son livre, qui s'appelle Les mots de feu. Et alors, j'aime beaucoup ce qu'elle met. Donc, c'est des petits textes comme ça. Et là, alors, je vous montre. Il y a écrit hein, je ne veux pas être le bien du mal. Et je trouve ça vraiment très, très joli. Enfin, je ne veux pas être le bien du mal. Donc, à réfléchir, à réfléchir. Beaucoup de femmes, en fait, quand elles se retrouvent entre elles, sont souvent dans une entraide, de dans quelque chose de chaleureux. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir, en fait, prendre cette énergie pour la recréer dans un système, euh, dans un monde, dans un monde dans lequel on vit beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable et beaucoup plus euh, axé sur le partage, l'échange, des valeurs hautes. Euh, voilà. Et puis, alors je voulais aussi vous partager une petite anecdote parce que évidemment, tout ceci, c'est pas juste comment dire, des vues de mon esprit, mais je partage avec des gens et l'autre fois, je me retrouve à un anniversaire professionnel, du networking. Et donc je discute avec plusieurs personnes et puis je discute avec une jeune femme qui s'appelle Aurore. Et puis tout à coup, je ne sais plus ce qu'on se raconte, et puis tout à coup, elle me dit, en fait, je suis trans. Alors là, je suis tombée des nues parce que j'avais pas du tout, euh, enfin, je me doutais pas du tout de ça, enfin, j'avais pas fait attention, et puis à la limite, je m'en fous, mais j'ai trouvé ça génial qu'elle me le dise. Et puis, comme je parlais du corps, de la posture, puisque c'est quand même mon dada,
Euh, on commence à échanger sur l'aspect hormonal homme-femme. Ça, c'était vraiment passionnant. Parce que l'équité entre l'homme et... Oui, oui, Didier, le cœur bleu. Oui, donc on commence à partager entre sur le système hormonal homme-femme. Et donc elle me dit, en fait, je peux t'en parler, puisque moi, évidemment, pour devenir une femme, euh, bah, du coup, j'ai des traitements hormonaux. Et elle m'explique en fait la différence quand on passe d'un système hormonal très testostéroné et à un système plus estrogène. Et elle me dit concrètement, c'est incroyable de ressentir en fait cette hormone mâle qui te mène par le bout du nez sur un aspect vraiment dominant, sur cette volonté, cette énergie, ce coup cocaïné d'aller de l'avant, d'y aller, de ouais, on est de bonhomme, ouais, enfin le truc très musculaire. Et, euh, et donc avec son traitement, passe à un système beaucoup plus féminin, donc avec des oestrogènes beaucoup plus élevés, et m'expliquant que ce changement hormonal crée en interne une sensation de douceur qui était proche, enfin qui était vraiment l'aspect féminin, et il trouvait ça, enfin, oh là là, j'ai fait une erreur, elle trouvait ça euh, incroyable de sentir à quel point en fait les hormones peuvent influer sur un comportement interne qui est de l'ordre évidemment plus de l'animalité, enfin l'animal en l'humain. Voilà, ces influences qui sont physiologiques et qui font que en fait ça crée des comportements instinctifs plus masculins, enfin plus yang ou plus yin, selon en fait les montées hormonales. Donc, je trouvais ça vraiment passionnant. Donc, je lui ai dit, tu me files ton numéro, on va discuter de ça, je veux savoir tout, tu vas me déballer la totale. Voilà, voilà. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a encore des gens? Ouais, il y a encore des gens. 6 spectateurs, salut! Alors, je ne sais pas qui est là, mais n'hésitez pas à réagir parce que du coup, je ne comprends pas encore très bien comment ça marche, hein. Mais voilà. Donc, coucou, super intéressant. Mais oui, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Moi, ça m'intéresse aussi de pouvoir débattre et pas de parler juste à un écran plat. Euh, oui, j'essaie d'être très à l'aise. Ok, alors ensuite, je voulais vous parler donc toujours de cette idée de matriarcat et de leadership matriarcal. Donc, euh, c'est un langage que j'ai envie de faire circuler parce que j'ai eu l'occasion, par curiosité, d'appeler Sophie Mousset, qui est écrivaine, écrivain, enfin en tout cas voilà. Et elle a écrit un livre sur Olympe de Gouges, qui est quand même, et le livre s'appelle Olympe de Gouges et les droits de la femme. Donc Olympe de Gouges qui est une femme euh, bah, de la Révolution française et qui a été, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je vais quand même le dire, hein, quitte à me prendre des salves d'insultes, je ne sais pas. Mais elle a été vraiment, elle a fait partie des femmes qui ont été à l'origine de la geste des femmes révolutionnaires, donc au moment de la Révolution française. Et donc, Olympe de Gouges était une femme, selon Sophie Mousset, euh, qui venait pas spécialement de la haute aristocratie, mais qui a eu un beau mariage. Et la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle a perdu son mari. Son mari est décédé. Donc elle s'est retrouvée euh, libre, en fait, parce que c'est comme ça que c'est décrit, libre de l'homme. Et donc, comme c'était une femme de lettres, elle se bataillait avec l'écriture, avec des... euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas de réseau, hein. Donc le réseau, il était plus faire passer des... On n'appelle pas ça des flyers, mais voilà,
des écrits voilà, dans des éditions de je ne sais quoi. Enfin bref, je ne vais pas m'embarquer dans ce que je ne sais pas. Et donc voilà, et donc aux larmes de Gouges a lutté toute sa vie pour le droit des femmes parce que, évidemment, pas le droit à beaucoup de choses à l'époque de la Révolution française. Et cette femme, aux larmes de Gouges, selon Sophie, qu'est-ce qui la caractérisait? C'est qu'en fait, elle n'avait absolument aucun doute. Elle était à fond. Et donc, elle n'avait aucun doute parce que finalement, n'ayant plus de mari et finalement d'entrave à son expression, alors sa force, sa puissance personnelle de femme, de la lutte pour les droits de la femme, euh, était une ligne droite et elle s'est battue jusqu'à défier tellement les hommes que bah, ils lui ont, en 1793, coupé la tête. Donc elle a été guillotinée. Donc honneur à cette femme qui a lutté pour les opprimés, puisque d'abord pour les femmes et ensuite pour, contre l'esclavage. Donc voilà, donc ce qui est difficile aujourd'hui à notre époque, c'est qu'on a beaucoup de liberté. Donc ma grand-mère n'avait pas le droit de vote. En 1965, ils ont accepté que la femme ait le droit de travailler sans l'autorisation de son mari. Après, on a eu le droit à l'avortement, merci Simone Veil. Et aujourd'hui, enfin, c'est la merde aux États-Unis. Enfin, voilà, entre autres. Et puis la libération sexuelle. Donc en fait, la libération sexuelle, ça a été un moment à la fois très positif et à la fois hyper négatif. Parce que d'une part, la femme se libérait corporellement, enfin je veux dire, avait le choix de oui, de non, enfin avait le droit, prenait le droit sur son corps, mais mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu l'éducation du non en même temps. Donc on en arrive à des MeToo. On en arrive aussi à des films cultes comme Les Valseuses, qui sont, si on revoit le film aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est censuré. Imaginez, enfin, allez voir Les Valseuses et un détendu du gland, là, aujourd'hui, Miou Miou, c'est miaou miaou, hein. Bon, c'est pas très gentil, hein. Bon, je vais me calmer. Voilà, donc du coup, en fait, il y a eu un moment de libération qui a fait que la libération n'a pas aidé la femme non plus à se cadrer, puisque l'homme, lui aussi, s'est libéré du mariage pour pouvoir coucher avec les femmes. Ah, alors du coup, bah, la femme, elle n'était pas prête, donc du coup, elle n'a pas su dire non, hein. Ça fait rire Jessica. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué et aujourd'hui, donc le MeToo, c'est le gros retour du non, du apprendre, voilà, on est dans le retour du cadre, non. Voilà. Mais non, pas parce qu'on ne veut pas, non, parce que l'homme doit écouter. Donc voilà, donc il y a un dialogue et il y a un fossé qui se crée entre l'homme et la femme en ce moment. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc c'est compliqué, hein. Bon, je m'embarque là à parler toute seule, ça fait rire aussi Delphine. Ok, bon voilà, attendez, je reprends le cours de mon histoire. Voilà, donc libération. Alors, donc le droit de travailler, le droit de voter, le droit à l'avortement et le droit à la sexualité et maintenant le droit de dire non, quoi. Mais surtout le droit d'être écouté. Et le problème, c'est que oui, Didier, est-ce qu'il n'y a pas de confusion avec la recherche de liberté personnelle homme-femme, avec celle de liberté et l'épanouissement dans le couple? Bah, il y a beaucoup de confusion en fait.
Alors là, c'est difficile parce que j'ai beaucoup de réactions. Pour moi, ça fait beaucoup là. Oui, il y a beaucoup de confusion parce qu'en fait, on n'a pas recréé un cadre sain, en fait. Donc, pour l'instant, on est beaucoup sur des réactions et on est à la fois sur des réactions excessives et puis et en même temps, on est sur des situations où en fait la lignée de nos mères, grand-mères et arrière-grand-mères font qu'en fait on a des comportements qui sont encore euh, très soumis ou peur de provoquer. Enfin, voilà, c'est super délicat parce que euh, il faut retrouver un cadre et une structure ajustée à notre époque. Voilà. Et donc, bon, bah, évidemment, en termes politiques, ils créent des lois et des machins et des trucs comme ça. Mais c'est pas à ce niveau-là qu'il faudrait travailler. C'est simplement au niveau de l'éducation euh, euh, de nos enfants, nous, les mamans et même les papas. Et maintenant, c'est important, en fait, d'avoir un discours euh, très structuré pour que les enfants en fait réfléchissent par eux-mêmes. Alors j'aime beaucoup parce que c'est Frédéric Lenoir qui propose de faire des ateliers philosophiques dans les écoles parce qu'il dit que même à partir de 10 ans on peut philosopher. Et il raconte des choses super sur les enfants quand il fait des ateliers. Et je trouve que voilà, c'est la pensée, c'est l'intelligence, c'est la réflexion qui doit se glisser dans l'éducation aujourd'hui. Et ça, c'est important. Je pense que on n'est plus dans un monde d'injonction. On est dans un monde où, dans cette idée d'horizontalité, où en fait, il faut accepter les points de vue de l'autre en incluant le sien, en incluant celui de l'autre et recréer des points de vue, parce que le point de vue de l'autre n'est pas une polarité, le point de vue de l'autre est un point de vue qui va enrichir le tien. Et c'est ça une vision pour moi matriarcale, c'est-à-dire que c'est pas un débat. Oui, non mais vous dites que ça, mais vous, écoutez, monsieur, hein, de toute façon depuis tout à l'heure vous parlez comme ça. Je fais oh oh oh, ça va les ados là. À chaque fois que je regarde des débats politiques, je me dis putain mais ils ont quel âge en fait? On est dans la cour de récré là, hein, c'est on mesure la quéquette. Hein. Purée. Non, oui, monsieur, c'est intéressant ce que vous dites, mais je n'ai pas le même point de vue. Est-ce que peut-être qu'avec mon point de vue et votre point de vue, on peut en créer un autre qui inclurait les deux? Ah bah, c'est plus difficile, mais c'est vachement plus intéressant. Soyons créatifs, quoi. Et voilà, donc le matriarcat, c'est ça, c'est l'horizontalité, c'est inclure, c'est créer, être créatif, réfléchir, chercher et retrouver une structure qui fait que on peut moi j'aime beaucoup cette idée de structure organique. Une structure ne doit pas être rigide, c'est comme un squelette. Hein. Notre système squelettique est tout le temps en mouvement. Et si une articulation se bloque ou ne bouge pas assez, elle se sclérose. On crée de l'arthrose. Ça va quoi. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous raconter en tant. J'ai beaucoup de choses à dire et il faut que je revienne quand même au matriarcat. Donc l'idée, c'est d'accompagner maintenant des femmes aujourd'hui, des hommes demain, sur cette notion de matriarcat, de retourner à à ce leadership qui n'est pas un leadership de guerrier, mais qui est un leadership incluant, d'inclusion et où tout le monde a sa place. Hein, si on est tous là, pourquoi l'horizontalité serait plus associée au matriarcat? Alors là, il fallait être là au début parce que sinon je vais devoir tout recommencer, Faustine. Donc l'horizontalité, c'est plus quelque chose comme ça qui inclut en fait. Et le matriarcat n'est pas que horizontal, il est aussi dans l'inclusion de la verticalité.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va inclure l'aspect vertical, puisque en fait, pour s'affirmer en fait dans son être, on est obligé d'être sur ses deux pieds et d'avoir l'alignement bassin, buste, tête. Donc déjà, rien que dans notre corps, on éprouve cette verticalité. Mais qu'est-ce qui fait en fait cette inclusion? C'est ce mouvement de bras là qui embrasse, et ça, c'est l'horizontalité. Le regard est horizontal. Et donc voilà, donc le matriarcat, ce n'est pas le contraire du patriarcat, mais l'inclusion. Voilà. Oh, après, c'est mon point de vue. Hein. Je ne suis pas là en train de, voilà. L'intelligence, alors le leadership de l'intelligence, exactement, c'est le leadership de l'intelligence émotionnelle. Donc, du coup, je vais donner une symbolique par rapport au corps, puisque c'est vraiment mon dada. C'est-à-dire que les bras, qui est en lien, qui crée la relation à l'autre, les bras en fait se posent sur la cage thoracique et sur l'arrière en fait les omoplates sont mobiles, sur l'avant les bras se stabilisent avec les clavicules sur le sternum et sur la cage thoracique. Donc en fait la stabilité des bras, pour avoir des bras et de la force, en fait se stabilise sur l'avant du corps et pas sur l'arrière. Donc, juste un petit aparté, quand les kinés vous disent de serrer les omoplates, je dis c'est une vraie connerie, parce qu'en fait, ça vous empêche d'avoir de la mobilité et surtout, ça écrase la cage thoracique. Bref, et donc au milieu de cette cage thoracique qui fait en fait ce mouvement en fait de respiration, ben, il y a quoi? Il y a le cœur. Donc on peut imaginer en fait que le cœur avec les poumons qui bougent autour, le cœur qui palpite, les poumons qui respirent, la cage thoracique qui bouge, et du coup les bras qui se stabilisent, etc. Et ben en fait le bout des doigts, la main est finalement l'expression même de ce qu'on va matérialiser à partir du cœur. Voilà, bon, ça c'est tout mon travail de posture et mon travail de danseuse qui me comment dire, qui se pose sur cette structure imagée du corps et de la relation à l'autre. Voilà. Donc l'intelligence émotionnelle, et c'est très très concret pour moi, parce que la charpente osseuse est une charpente concrète, les muscles, le corps, etc. C'est hyper concret, c'est ce qu'on a de plus tangible. Hein. Tangible, ça veut dire qu'on peut le toucher. La pensée, on la touche pas, l'émotion, on la touche pas, mais le corps, on le touche. Et je trouve fou qu'en France, qu'on ait autant de mal avec ce corps. Il faut éprouver son corps pour vivre. Donc voilà. Alors Didier, comment je peux être capitaine sans être enfermée dans le patriarcat? Alors ça c'est une super question, parce que déjà il y a une chose qui est assez masculine. On fait aussi nous les femmes, mais c'est une tendance plus yang. Donc dans l'image inconsciente de la relation papa-maman, bon, le père c'est quand même la figure d'autorité. Et donc, quand un homme est tout le temps dans le tu es comme ci, tu es comme ça, même si ça lui paraît gentil, si la phrase est gentille, en fait, ça, quelque part, ça définit l'autre. Donc le fait de dire tu, ça tue une partie de l'autre. C'est-à-dire qu'on l'enferme dans la vision. On lui dit, ouais, mais t'es plutôt comme ça, toi. Même si c'est gentil. Enfin, oh, t'es vraiment gentille. Euh, enfin, bon, les exemples sont un petit peu basiques, mais l'idée, c'est que c'est prendre la responsabilité de Je, je pense, je suis en colère, ça me met dans cet état, mais parler de soi. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas jamais dire tu, mais dans certains, quand c'est trop, tu dois ressentir ça, tu dois... Non, mais t'es qui pour me dire je dois ressentir ça? Hein. Moi, je ressens ça, j'ai expérimenté ça, proposé, mais ce sont en fait même des phrases gentilles parfois deviennent des injonctions. Et ça ça peut devenir très tendancieux. Voilà. Donc, encore une fois, tout ce que je raconte, ce sont mes points de vue. Hein. C'est pas un, c'est pas une obligation d'achat. Hein. Voilà. Alors, je voulais juste, je vais pas parler beaucoup plus, mais je voudrais juste euh, partager encore quelque chose.
Euh, je regardais sur Arte l'autre fois un reportage sur Barbara Streisand. J'adore Barbara Streisand, qui en fait est la première femme, enfin peut-être pas la première, mais en tout cas, on va dire à Hollywood, une des premières femmes à avoir joué, écrit, réalisé et produit un film qui s'appelle Yentl. Yentl, et qui est en fait l'histoire d'une jeune femme juive qui veut étudier. Et étudier à cette époque-là, ce n'était pas du tout accessible aux femmes. D'ailleurs, dans certains... Bon, bref, c'est pas toujours accessible encore aujourd'hui. Et donc, elle se transforme en jeune garçon pour pouvoir étudier. Et je trouve ça, ce film est magnifique parce il parle beaucoup en fait voilà, de ce qu'a fait le patriarcat sur les femmes. Parce que pour revenir à ce que je disais au début, il y a 4000 ans, ou c'était 4000 ans avant notre ère, l'humanité était matriarcale. Enfin, c'est selon Guttner Abendroth, qui est sociologue. Euh, et en fait, la question c'est pour quelle raison l'homme a pris le dessus tout à coup. Alors moi, je me suis posé cette question, j'ai réfléchi, j'ai écouté, euh, j'ai ma petite idée. euh, vraiment ma petite idée. Si on oublie l'idée du mariage, l'idée voilà, d'avoir, d'être en couple toute sa vie, on peut imaginer que finalement, si la femme avait plusieurs partenaires, bah, l'homme ne saurait pas qui est sa progéniture. Enfin, je veux dire, l'homme ne saurait pas s'il a un enfant, en fait, finalement. S'il se, s'il se duplique. Seule la femme avait ce pouvoir-là. Et moi, voilà, je pose cette question. Est-ce que le patriarcat n'est pas arrivé à ce moment-là? Il dit, bon, les nénettes, nous, on veut savoir qui sont nos enfants, donc vous arrêtez de coucher partout, hein, parce que nous, on veut savoir, hein, voilà, on veut gérer ça, hein. Moi, je veux savoir qui est mon enfant et qui aura mes thunes. Voilà. Donc, bon, je rigole avec ça, mais on peut se poser la question pour quelle raison, en fait, tout à coup, il y a eu cette dualité où l'homme, avec un excès de testostérone, a pris le dessus et dit, ok, bon, maintenant, vous les femmes, vous allez vous calmer et nous, on veut savoir avec qui vous couchez parce qu'on veut savoir qui sont nos enfants. Bon, voilà. À réfléchir, quoi. Bon, aujourd'hui, avec l'ADN et tout le bazar, voilà, maintenant on peut faire des enfants toute seule, c'est un peu plus compliqué. Ah bah c'est l'éprouvette sur le côté, mon, le père. Hein. Bon, je rigole. Voilà, et donc voilà, donc l'homme a voulu donc maîtriser la femme pour pouvoir savoir qui est sa progéniture. Bon, si vous avez une idée d'un... Ouais, tu peux remontrer le titre du livre, Le bien du mal. Ah, alors attends, regarde, hop. Voilà, c'est une jeune femme qui s'appelle Fia Maureen Kaku. Voilà, et son Instagram, c'est Les mots de Fia. Voilà, et elle écrit des super jolis poèmes c'est presque comme des haïkus, parce que pas toujours, mais c'est des phrases. Alors je vais en prendre un au hasard, attention. Whoop, stack, aimant. Mets les points sur les i avec ton amant, il n'en sera que plus aimant. Oh, c'est tellement joli. Regarde. Attends, non, c'est là. Non, c'est là. Ah, ouais. Ça, c'est magnifique. Mets les points sur les i avec ton amant, il n'en sera que plus aimant. Voilà, donc le cadre. Bon, on va terminer là-dessus parce que sinon je vais digresser et puis j'aurai plus rien à dire pour les prochains lives. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire tous les vendredis à 17h
un live comme ça. Et puis, je n'en ai pas, je fais comme bah, patiente, hein. Et puis, bah, me pose pas une question comme ça, Delphine, parce que ça va vriller là. Bon, en tout cas, je vous remercie. J'ai eu une audience de magnifique. Je vous remercie beaucoup de tout cœur. Et puis, je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain à 17 h. Bye bye. Alors, je sais pas comment on éteint maintenant. Arrêtez. Au revoir.